Le débat autour de la voiture électrique ressemble souvent à une guerre de chiffres qu'on se renvoie à la figure pour démontrer d'un côté que son impact, calculé en émissions de CO2, est plus faible que celui de la voiture thermique, preuve donc de sa désirabilité, ou au contraire plus élevé si on prend par exemple en compte la totalité du cycle de vie du véhicule, preuve de l'arnaque que celle-ci représente. Peu importe qui a raison dans cette histoire. Nous verrons dans cet épisode que l'essentiel de la question autour des voitures électriques n'est pas dans cette bataille de chiffres qui n'intéresse que quelques ingénieurs. De manière générale, à chaque fois que le débat repose sur un calcul d'empreinte écologique en vue d'une comparaison, gardons en tête que cela limite, réduit, simplifie et tronque le sujet en question. Je vous propose donc de prendre un peu de recul et de hauteur avec la journaliste Célia Ezohar, qui a consacré plusieurs articles à la voiture électrique pour une enquête du média Reporter et lui a également dédié un chapitre dans le livre collectif Greenwashing. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Célia. Bonjour. Et bienvenue sur Oser. Merci. Je suis très très heureux de te recevoir pour discuter aujourd'hui de la voiture électrique et essayer un peu de comprendre finalement ce qu'il en est avec la voiture électrique. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, un peu des deux, etc. Pour démarrer cet entretien, Célia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu finalement quel est l'impact d'un véhicule électrique et qu'on compare aussi à un véhicule thermique, peut-être déjà au niveau des gaz à effet de serre par rapport au problème du dérèglement climatique, et puis après on pourra essayer de discuter des autres impacts que ça peut avoir. Alors le grand avantage qui est mis en avant pour les véhicules électriques, donc, c'est celui d'émettre à l'utilisation et dans certaines conditions à la production, on va reparler, moins de gaz à effet de serre. Donc ça c'est déterminant sur les enjeux carbone. Et puis de réduire la pollution aux particules fines qui est effectivement très problématique. Voilà, on peut reprendre un peu tous ces points. On va être déçus au fur et à mesure, on va être très très déçus. Sur la pollution aux particules fines, un des problèmes qui se pose, c'est qu'en réalité, cette pollution, elle est aussi en grande partie causée par l'usure des matériaux eux-mêmes. D'accord. Il y a une enquête qui a été faite sur la région parisienne, c'est à peu près 48% des particules qui sont émises qui sont liées à l'usure des pneus, des systèmes de freinage, etc. Donc, on ne résout pas complètement en tout cas, le problème de la pollution de l'air avec des véhicules électriques. Alors, au niveau de l'impact, alors le véhicule électrique est intéressant parce que c'est un des premiers objets de masse qui est fait l'objet très très tôt d'études, d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire où on va vraiment regarder depuis la production des composants, depuis la production même métallique, combien ça émet de gaz à effet de serre, quels sont les autres impacts environnementaux, et jusqu'à l'utilisation et la fin de vie. Donc on pourrait se dire que ça c'est très positif finalement. Si on s'était soucié de ça depuis le début de la société industrielle, on ne serait peut-être pas dans la même situation. Donc ça paraît bien. Il y a une sorte d'accumulation très très impressionnante d'analyses de cycle de vie qui ont été faites sur le véhicule électrique.
qui donne des chiffres un peu divers, mais qui montre qu'on va pouvoir, grâce à son utilisation, compenser sa production. Tout le monde est d'accord pour dire que sa production est 2 fois plus, 3 fois plus émettrice de CO2 que le véhicule thermique, et qu'en revanche, grâce au système électrique, elle va émettre moins de carbone en fait. Okay. Donc ça, c'est l'enjeu de base. Et ces analyses de cycle de vie, elles essayent de comprendre à partir de combien de kilomètres on va pouvoir compenser les émissions qui sont liées à la production. Problème de base. Donc là, c'est un peu la guerre des chiffres. Carbone 4 défendent le véhicule électrique en disant mais finalement, au bout de 30 000 à 40 000 kilomètres, on va pouvoir compenser. Alors évidemment, ça dépend énormément du type de véhicule, puisque l'échelle de taille des batteries est extrêmement contrastée. On va avoir 700 kg de batterie dans une Tesla et 300 kg dans une Zoé. Okay. Donc évidemment, on ne compense pas du tout de la même manière. Alors si je donc ça, c'est la problématique de base. C'est ça, si je résume un petit peu, l'idée du véhicule électrique, c'est de dire, aujourd'hui on a des problèmes par rapport au gaz à effet de serre et aux particules fines qui sont émises par les pots d'échappement. Et ces gaz à effet de serre sont bien évidemment émis lors de l'utilisation de ce véhicule. Et grâce à un véhicule électrique, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre puisque c'est électrique. Il n'y a pas de pétrole qui rentre en jeu lorsqu'on utilise la voiture. Et il y a moins de particules fines. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, les particules fines, il y en a quand même une partie, puisqu'elles ne sont pas toutes liées à la combustion de l'essence ou du diesel. Et d'autre part, c'est qu'en fait, il y a un impact qui se situe au niveau de la production, et que cet impact qui est normalement compensé lors de l'utilisation, en fait, ça dépend vraiment des chiffres, ça dépend des tailles de voitures, ça dépend du poids des véhicules, ça dépend de la taille de batterie. Et du coup, là, je te renvoie la balle en disant, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un véhicule électrique qui est correct, acceptable ou qui vaut la peine, et dans quel cas de figure, et qu'est-ce que c'est qu'un véhicule électrique qui finalement est une fausse bonne idée? Alors, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que, moi je vais défendre l'idée, dès que je me suis faite au fil de ces enquêtes, que l'impact n'est absolument pas compensable. Mais que déjà, on a un problème quand on pense les choses en termes de compensation. Parce qu'on dit, on a besoin de véhicules électriques. Et pour ça, on a besoin de cobalt, on a besoin de lithium, on a besoin de nickel et de tous les métaux qui entrent dans la composition des batteries et des véhicules. Mais à qui est-ce qu'on va infliger cette production ? Par exemple, je suis en contact avec des communautés en Argentine qui vivent non loin des salars. Et donc, c'est là où on va extraire en priorité le lithium qui va servir aux batteries. Les gens qui vivent là n'ont pas de véhicule personnel, partagent des véhicules. C'est un tout autre modèle. Pourquoi est-ce que ces paysans, ces artisans devraient assurer la production, voir en fait leur environnement se dégrader très fortement, voir leurs réserves en eau diminuer dramatiquement et perdre leur capacité de subsistance et une partie de leur culture pour assurer les besoins de l'Europe bas carbone, par exemple. Donc, cette idée de compensation, elle fait complètement disparaître la symétrie, la domination, les rapports sociaux. Et ça, c'est un problème. C'est une vision très techniciste. Quand bien même on aurait réussi à trouver le moyen de créer des millions de véhicules électriques qui ne poseraient pas de problème parce que ce serait vraiment compensé, comment pourrait-on justifier l'assaut qui est actuellement mené contre des communautés qui n'ont pas du tout ces usages, qui n'ont pas créé les problèmes dans lesquels, au niveau planétaire, on est engagé. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée de compensation, elle néglige un fait qui est pourtant très simple. Dans un rapport de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies de 2018, donc en France, consacré aux besoins en métaux, il est quand même noté par les rédacteurs du rapport que le plan français en matière d'équipement en véhicules électriques nécessite l'essentiel de la production de cobalt et de lithium
actuel. C'est-à-dire que le parc français nécessite tout le cobalt et tout le lithium qui est produit dans le monde en 2018. Donc là, on a un problème. Alors ça pourrait paraître complètement farfelu. Il y a une autre étude qui dit en fait des choses très très semblables. Elle a été menée par des scientifiques britanniques, donc un groupe de recherche du National Science Museum. Et eux, ils ont calculé que pour convertir à l'électrique le parc de véhicules anglais, donc l'objectif pour 2050, l'Angleterre devra consommer à elle seule l'équivalent de 2 fois la production mondiale actuelle de cobalt, les 3/4 de la production de lithium et la moitié de la production de cuivre. Donc voilà un élément essentiel que les analyses de cycle de vie nous font perdre de vue. Là, il faut multiplier par le nombre de pays européens qui sont concernés. Ensuite, il faut multiplier par les ambitions chinoises d'équipement en matière de véhicules électriques. Il faut multiplier par le parc, il faut ajouter à ça le parc de véhicules américains, etc., etc. Et on se retrouve dans une situation qui ressemble beaucoup à une impasse, puisqu'il va falloir multiplier par 4 ou par 10, selon les rapports, la production métallique. Voilà. Et ce que tu soulignes par là, et notamment en parlant de compensation, ça me parle beaucoup, en fait, cette idée de compensation, parce que c'est quelque chose que j'essaie aussi d'évacuer en permanence dans les discussions, puisque certaines choses ne se compensent pas. Je pense que l'image que tu donnes avec les communautés en Argentine est très claire. On ne va pas compenser le manque d'eau ou la perte des terres de communautés en Argentine par une baisse du carbone qui est faite en France. En fait, c'est encore une fois le vivant ne se compense pas. La mort d'une partie du vivant ne se compense pas. C'est pas, on n'est pas dans un fichier comptable ici. Donc c'est quelque chose, à garder à l'esprit, quand bien même au niveau de l'équation, finalement ça pourrait s'équivaloir quand on transforme tout en euros. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut tout transformer en euros, en fait? Voilà, exactement. Et donc, le problème des analyses de cycle de vie qui font une sorte de bataille de chiffres autour de l'efficacité supposée, la réduction des impacts liés aux véhicules électriques, c'est que finalement, ils enferment la réflexion dans une vision très très techniciste, très très comptable, et finalement très peu morale, très peu politique, et je dirais très peu sensée, très peu cohérente. Parce qu'en réalité, là, ce qui se passe, c'est que les puissances industrielles sont en train de développer à travers les véhicules électriques une ruée minière mondiale pour augmenter, démultiplier cette production de manière spectaculaire, cette production de métaux. Et que donc, ceux qui vont réussir le mieux, bon, pour l'instant, la Chine a vraiment un monopole sur un certain nombre de grands métaux très importants pour les véhicules électriques, par exemple. Ceux qui vont réussir le mieux vont pouvoir dire qu'eux, ils ont réduit leurs émissions carbone, leur parc automobile. Très bien. Mais en fait, c'est complètement au détriment des autres. Et la planète, en fait, elle s'en fiche complètement que la Chine ait réussi à réduire ses émissions au détriment des États-Unis. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'est pas cohérent. Et ça, un enfant peut le dire. C'est une logique hyper individualiste, en fait. Qui consiste à dire regardez, moi je suis bon élève, sans regarder de l'autre côté finalement quel impact ça a pu avoir sur les autres. C'est ce que dénoncent en fait des économistes hétérodoxes depuis longtemps, en disant que finalement la mondialisation et les échanges ne sont pas un jeu, enfin sont un jeu à somme nulle, au sens où il y en a toujours un qui gagne et d'autres qui perdent à ce jeu-là. Oui, mais enfin là, le fait que l'un gagne et l'autre perde, ça veut dire que la planète se réchauffe. Donc, le plan d'électrification des véhicules ne permet absolument pas de limiter le réchauffement climatique. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est vraiment important. Donc, voilà, il me semble que l'enjeu central des véhicules électriques, en fait, c'est la question des métaux et des mines. C'est pour ça que je mets ça sur la table. Les véhicules électriques en nécessitent beaucoup pour les batteries, donc lithium, cobalt, manganèse, ça va dépendre des systèmes, mais en gros, on se retrouve presque toujours avec du lithium, du cobalt, du nickel. Et ensuite, pour le reste du véhicule aussi, puisqu'il va falloir 4 fois plus de cuivre dans un véhicule électrique, il va falloir énormément de cuivre pour les bornes de recharge et pour les systèmes électriques.
en général, puisque électrifier le parc de véhicules, ça veut dire qu'il faut rénover dans un certain nombre d'endroits les systèmes électriques, en fait, tout le réseau. À la conférence mondiale du cuivre, là, discours d'ouverture 2021 parle de ça. Il dit il faut complètement restaurer le réseau électrique aux États-Unis pour permettre l'électrification du parc. C'est un enjeu énorme pour les producteurs de cuivre. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le poids du véhicule, puisqu'une batterie, par exemple de Tesla, c'est 700 kg. Donc il faut compenser ce poids avec des matériaux qui vont être plus légers. Et donc on utilise par exemple de l'aluminium. Le problème, c'est que produire de l'aluminium, c'est beaucoup plus énergivore que de produire d'autres types de métaux, comme le fer. Et alors, si je poussais un peu le vice, je te dirais, après, il y a beaucoup d'études et des chercheurs que j'ai même interviewés dans le podcast qui disent, oui, c'est vrai, va falloir plus de métaux, mais c'est pas grave, on sait aller les chercher, il y en a en fait sous le tapis, et on est capable de combler ce besoin. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème de raréfaction des métaux, où on est en capacité en fait d'y arriver. Alors, là, on entre vraiment dans le dur. Il existe un certain nombre de mythologies qui entourent la production de métaux aujourd'hui. Des chimères, en quelque sorte. Et l'une de ces chimères, c'est l'idée de la mine responsable. Alors, quel est ce récit ? C'est vraiment un récit que les élites au niveau européen, dans les gouvernements, se racontent. C'est que avant la mine, c'était très polluant, mais que maintenant, on dispose de technologies qui permettent de résoudre le problème. Et ça, c'est totalement faux. Alors, ça, c'est la première chimère. Et la deuxième chimère, c'est de dire, oui, mais alors il y a la mine dans des pays avec une faible réglementation, dans des dictatures. Alors là, ça se passe effectivement très mal parce qu'on fait attention à rien. Mais si on fait une industrie minière dans des pays très exigeants, là, tout va changer. Ça va être beaucoup mieux. Dans les deux cas, c'est faux. Dans le premier, donc la mine responsable, le principal problème qui se pose aujourd'hui, c'est la baisse des teneurs minérales contenues dans la roche, dans un gisement. On exploite aujourd'hui du cuivre à 0,4%. Ça veut dire que dans un gisement de cuivre, une fois qu'on est au gisement, une fois qu'on a enlevé toutes les roches qui s'appellent les stériles, qui nous empêchaient d'y accéder, donc on a déjà produit beaucoup de déchets quand on a fait ça, on arrive au gisement et c'est 0,4%. Mais ça veut dire qu'on produit 99,6% de déchets miniers. Le cuivre ne fait pas exception. Le problème est le même pour tous les grands métaux. Le problème est aussi celui-ci pour les cas des terres rares, parce qu'elles sont très très dispersées, donc elles nécessitent beaucoup de transformation, beaucoup de traitement, donc génèrent énormément de déchets. Et le problème des déchets miniers, c'est loin d'être un problème qu'on a résolu, c'est plutôt un problème qu'on est en train de découvrir. J'ai fait une enquête pour Reporter sur ce qu'on appelle dans le jargon administratif français l'après-mine. À la fin des années 90, en fait, l'État français s'est aperçu qu'il avait un énorme problème avec ses anciennes mines de métropole. Les 240 et quelques mines d'uranium exploitées sur le territoire métropolitain, les mines de cuivre, les mines de plomb, et qu'un peu partout, les déchets miniers, c'est-à-dire les résidus qui contiennent en fait les métaux, les éléments qui ont été recherchés dans le gisement, mais aussi d'autres éléments, comme parfois de l'arsenic, parfois du plomb, parfois des éléments qui peuvent être plus ou moins toxiques, parfois beaucoup, sont dans les résidus et qu'on ne peut pas les enlever et que perpétuellement, pendant des siècles, il va falloir faire en sorte que ces résidus miniers, qui sont en fait des montagnes, n'entrent pas en relation avec les précipitations, ne soient pas drainés par les pluies, n'entrent pas en contact avec les nappes souterraines, n'aillent pas dans les cours d'eau, et que ça, en fait, c'est un chantier absolument colossal. Aux États-Unis, même problème. Fin des années 90, l'État fédéral s'aperçoit qu'en fait, il y a quelque chose qu'ils ont appelé aux États-Unis le nouvel héritage.
Et le nouvel héritage, c'est les résidus miniers qu'on ne sait absolument pas gérer. Donc, plus les teneurs baissent, et aujourd'hui c'est le cas de manière spectaculaire, les travaux d'Olivier Vidal en font un très très bon résumé, on crée des résidus miniers et on ne sait pas du tout les stocker. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit, dans certains cas, encore, ça c'est vraiment pas la mine responsable, on les bazarde directement dans les cours d'eau, dans les milieux. Ça se fait dans des très très grosses mines très importantes, comme la mine par exemple de Grasberg en Indonésie. Il y a un rapport de l'association Systex, Controverse minière, qui documente tous ces cas-là, qui en fait une cartographie. Et donc, dans le meilleur des cas, quand on ne bazarde pas tous ces résidus hautement toxiques dans les milieux, on les stocke derrière des barrages, donc des parcs à résidus. Et parcs à résidus, c'est des gigantesques bassins artificiels contenant des boues toxiques qui sont délimités par donc, des digues, comme dans des barrages hydrauliques. Et le problème récurrent dans ce monde, c'est que les digues sont de plus en plus grandes, elles cassent de plus en plus souvent et elles provoquent des accidents absolument dramatiques, comme ça s'est produit en 2015 et en 2019 dans le Minas Gerais au Brésil. Et donc là, on a des événements qui sont assez cataclysmiques. Mais même dans l'ordinaire des mines aujourd'hui, quel que soit le pays dans lequel elles sont implantées, c'est très très difficile de faire en sorte que les barrages ne cèdent pas. Parce qu'ils sont très très vulnérables aux précipitations. Quand il y a trop d'eau, ça pète. Bon, ça c'est un aperçu, et c'est un exemple des problèmes miniers. Donc, si je raconte ça, c'est pour dire que quand dans une analyse de cycle de vie consacrée aux impacts écologiques du véhicule électrique, on a des chiffres dans un tableau qui correspondent à une sorte de vision quantifiée des pollutions minières, ces chiffres, ils sont faux, ils n'existent pas. Quand on s'intéresse de près à un site minier, on n'obtient pas ces informations. On les obtient très 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 difficilement. Ces pollutions, elles ne sont pas répertoriées, elles le sont très très difficilement pour la France. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'en 2006, il y a une directive européenne sur les résidus de l'industrie extractive, que pendant plusieurs années, le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières, a mené une enquête très très poussée sur les résidus miniers en France, donc les anciens, et que ces résultats n'ont pas été rendus publics. Ils ont été rendus publics par une série d'articles parus dans Reporter cette année, 2022. Donc vous imaginez bien que la mine d'argent d'Imider au Maroc, en plein désert, dont se plaignent beaucoup les riverains parce qu'elle pompe l'eau disponible, celle-là, elle ne fait pas l'objet d'études très poussées sur la pollution au mercure, qui fait partie de ce gisement, malheureusement. Et donc, voilà, on ne peut pas quantifier ça, parce que vraiment, s'il y a bien un élément de notre réalité qui est mis à l'écart, qui est invisibilisé, c'est celui-là. Au-delà des mines, et effectivement, je pense que c'est un des points essentiels dont on parle rarement quand on a une approche très techniciste, en fait. Je pense que c'est exactement le terme, enfin, ou une approche d'ingénieur pour essayer de visualiser un peu le problème et finalement, par des plus et des moins, juste dire est-ce que finalement c'est mieux ou c'est pas mieux le véhicule électrique. Il y a d'autres questions qui entourent le véhicule électrique. Tu as soulevé la question du poids, avec celui-ci les batteries, et aussi leur recyclage. Pareil, c'est très difficile de se faire une opinion aujourd'hui sur... d'un côté, on entend « Oh là là, le recyclage des batteries, c'est cata ». De l'autre, on se dit « Non, mais vous inquiétez pas, avant il y avait des problèmes avec certains métaux, certains composants de ces batteries, mais maintenant on sait gérer, donc c'est cool, on a l'industrie recyclage, tout va béné, quoi ». C'est quoi? Est-ce que tu peux nous aider à démêler ça aussi? Alors oui, ça pourrait être rassurant de se dire, mais finalement il suffit de recycler tous ces métaux, on va faire ça en circuit fermé, on n'aura pas de problème. Alors la première chose dont il faut avoir conscience, je parlais tout à l'heure des quantités de métaux que ça veut dire électrifier un parc de véhicules, ça a une implication directe là-dessus, c'est-à-dire que on ne peut absolument pas se contenter de recycler, parce que là il faut produire de la matière.
avec donc, comme je disais, des très faibles teneurs. Il faut les produire. Pour prétendre recycler quoi que ce soit, il faut avoir une masse critique. Cette masse critique n'existe pas. Donc c'est une question qui va se poser si les plans, malheureusement, se réalisent, si les dirigeants sont suffisamment fous, en fait, pour essayer de produire ces véhicules. Mais alors, une fois qu'on a la masse critique qui permet de recycler, bah oui, effectivement, par exemple, ça fait partie de la stratégie européenne de mettre le paquet sur le recyclage. Bon, pour les batteries, oui, ça devrait pouvoir se faire. On ne recycle pas toujours tout, il y a beaucoup de pertes. Ce sont des techniques qui sont de toute façon polluantes. Donc ça va poser problème. Et ça fait appel en fait aux techniques qui sont très proches de celles de l'industrie minière. Hein. C'est sur l'hydrométallurgie, la pyrométallurgie. Donc on va avoir des émissions. Bon. Mais c'est pas quelque chose de neutre et c'est pas comme si voilà, par un coup de baguette magique, on rentre dans une économie circulaire et tout va bien. Bien sûr que non. Enfin, par ailleurs, il y a un autre aspect qui est celui de l'usage très très dispersif des métaux. Dans un véhicule électrique, comme thermique aujourd'hui, en fait, on a des systèmes électroniques de plus en plus perfectionnés qui font appel à une variété de métaux de plus en plus étendue. C'est comme dans un smartphone, on va avoir une cinquantaine de métaux. Dans les écrans, tous les circuits électroniques des voitures, c'est pareil, on va avoir ce même type de métaux. Et là, l'usage est tellement dispersif qu'on ne peut absolument pas prétendre les recycler. Alors, après, on va revenir un peu à quelle réponse on pourrait apporter face à toutes ces questions, parce qu'après, les gens vont se dire ah oui, non, mais très bien, mais donc voiture électrique, ça va pas, mais on fait quoi? Patience, on va y revenir. Je voudrais finaliser avec une autre question autour quand même des véhicules électriques, qui est un peu un impensé, c'est aussi l'impact sur le réseau électrique, dans le sens où si on transforme entièrement le parc thermique actuel en parc électrique, donc on est en automne 2022, on parle du fait que cet hiver, on peut avoir des soucis par rapport aux besoins en électricité, que la puissance installée ne serait pas forcément suffisante pour venir combler la demande. Si jamais on avait encore plus de demandes par rapport à tout un parc de véhicules électriques, est-ce que ça pose pas problème par rapport au réseau ? Si, bien évidemment. On est au cœur de ce problème-là et il ne fait que commencer. Les calculs qui avaient été faits à partir de la production d'avant-crise, production électrique française, c'était que les véhicules électriques allaient consommer en gros 10% de plus. Donc il faudrait consacrer 10% de plus à l'électrification des véhicules pour les recharges. Bon, ça paraissait pas complètement fou. Le problème, c'est que tous les usages augmentent. Par exemple, la numérisation de toutes nos activités, elle aussi, réclame une part de plus en plus importante de l'électricité. Si on prend juste les data centers dans ce monde, les data centers, c'est 1% de l'électricité mondiale. C'est énorme, en fait, par rapport à ce que c'est, ce que ça représente dans la grande chaîne du numérique. Donc, tous les usages augmentent. Et en fait, c'est la crise parce qu'on ne peut plus du tout produire autant d'électricité. Nous, en plus, on est très dépendant du nucléaire. Donc, quand c'est la sécheresse, la canicule, on ne peut presque plus produire d'électricité. En tout cas, ça pose énormément de problèmes. Oui, ce que tu dis là, en fait, c'est qu'il y a une accumulation de demandes en électricité par l'explosion du numérique, le fait qu'on ait de plus en plus de véhicules électrisés, etc., qui fait que ça s'additionnant, ça vient créer une demande beaucoup trop forte par rapport à l'offre qu'on est capable de produire aujourd'hui. Ou en tout cas, il risque d'y avoir des inadéquations à un moment ou à un autre. Ah oui, évidemment. En fait, on tourne un peu en rond, c'est-à-dire que l'idée même de la transition, elle est fondée sur une nouvelle vague d'électrification du monde. Donc, il va falloir refaire donc, ces réseaux électriques, il va falloir ajouter au parc existant des tas d'énergies renouvelables qui elles-mêmes nécessitent des métaux, qui elles-mêmes nécessitent
du ciment, du sable, de l'énergie, de l'eau. Donc parfois, il faut la désaliniser, etc. Donc on a une demande en électricité qui augmente, une demande en métaux qui augmente. On a besoin de ces métaux pour produire de l'électricité. Donc effectivement, il y a un problème qui est un petit peu circulaire et qui revient à la crise actuelle. D'ailleurs, il y a quelque chose sur laquelle je pense qu'il faut insister en termes de véhicules électriques. C'est que Jean-Baptiste Fressos, donc historien des techniques, il a quand même montré que dans l'histoire industrielle, il n'y a jamais eu de substitution d'énergie ou de véhicules énergétiques. Il y a toujours eu addition. On n'est pas passé du charbon au pétrole et puis à l'électricité. On a fait charbon, charbon plus pétrole plus électricité. Il faut regarder ce qui est en train de se passer et se demander où vont aller tous les véhicules thermiques qui vont être remplacés. En fait, ça, c'est très inquiétant. Parce que normalement, dans ce circuit mondialisé des véhicules et de la revente, les véhicules thermiques pas chers dont on cherche à se débarrasser et qui sont encore en état, ils sont vendus à des pays plus pauvres. Dans les pays plus pauvres, en toute logique, ce qui devrait se passer, c'est qu'il y aurait une aubaine qui permettrait à tout un tas de gens en fait, d'avoir accès tout à coup aux véhicules personnels thermiques, pendant qu'on renouvelle tout le parc dans les pays les plus riches. Ouais, donc ça, il faudrait en tenir compte. Mais personne n'en tient compte. On risque de se retrouver avec une logique en fait d'addition des problèmes énergétiques et d'addition des pollutions. Et c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas déjà vu dans d'autres secteurs ou d'autres industries. Je pense notamment à l'industrie du vêtement. Je pense que ça parle à tout le monde, le fait qu'en fait, les remplacements ou les nouveaux viennent s'ajouter aux anciens qui sont, eux, renvoyés pour, on va dire, des pays plus pauvres et que finalement, on vient toujours ajouter la consommation et non pas la substituer. Mais même par exemple, Carbon 4 que tu citais tout à l'heure et le Shift Project, explique qu'il y a tout à fait une addition des énergies qui sont consommées et qu'on n'est pas du tout sur une substitution. Et que la transition est un enfumage. C'est ce qui nous amène un peu à la question de OK, donc il apparaît que le véhicule électrique n'est pas forcément une bonne idée en soi, ça apparaît plutôt comme une fausse bonne idée, mais on fait quoi alors ? Alors, sur l'usage massif du véhicule électrique, effectivement, ça doit absolument pas se faire. La moindre des choses, ce serait d'interdire la vente de SUV électriques, de véhicules comme les Tesla. Rien ne justifie, pour des usages individuels, d'avoir des véhicules avec des batteries aussi grosses, en fait. Rien ne le justifie. Du point de vue des métaux et du point de vue de l'impact de ces métaux, c'est criminel. Donc déjà limité à des petites batteries. Okay, le problème, c'est la taille du véhicule, c'est ça ? La taille du véhicule. Ensuite, ok, on produit du cobalt, on produit du nickel dans des s'agissant du nickel, du cobalt, c'est vraiment dans des conditions effroyables. Mettons que continue à produire un peu. S'il peut servir à faire des batteries pour des vélos, des véhicules légers, ok, déjà rendre ça acceptable, c'est pas évident en fait. 60% du cobalt, il est extrait en République démocratique du Congo. Enfin, c'est un pays qui est vraiment au cœur là de la déstabilisation de l'Afrique, qui se perpétue par les richesses minérales. On pourrait en dire beaucoup sur le cobalt marocain dont Renault vante qu'il est bas carbone et responsable. Mais en tout cas, déjà, c'est limiter ces usages de batterie à des véhicules légers, ce serait très bien. Les véhicules électriques, ce que montre l'ADEME par exemple, c'est que, oui, si c'est des véhicules dont l'usage est très intensif, type véhicules de livraison, circulation intensive en ville, etc., si c'est petits véhicules, ça peut valoir la peine. Mais c'est absolument pas une solution qu'on peut généraliser pour des usages privés. Et même si on dit, ok, donc les Renault Zoé, tout petits véhicules, petites batteries, mais
même là, il y a un problème. Enfin, cette solution n'est absolument pas universalisable. Les foyers, tous les foyers de la planète ne peuvent pas tous avoir ça, sinon vraiment on pète tout. Et elle n'est même pas généralisable aux pays les plus riches, en fait. Donc même pour ça, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut mettre en place un rapport de force pour qu'on arrête de produire tous ces objets. Et au niveau individuel, mais il faut vraiment se battre pour des transports publics. Il faut vraiment se battre pour des solutions collectives. Et il faut se battre pour qu'il y ait des financements sur des politiques d'équipement et de production de véhicules légers. En Aveyron, donc pas très loin d'ici, à l'association NVD, dans un bourg en Aveyron, en association, ils ont mis en place toute une politique, des propositions, semaine sans voiture, covoiturage à fond. Ils sont en train de participer à la production de véhicules de type vélo mobile, c'est-à-dire une sorte de vélo-voiture avec un tout petit moteur, en associant toute une série d'acteurs. Ils obtiennent des financements. Je connais d'autres personnes qui travaillent sur des projets de ce type. La question, c'est que la visibilité de ce genre de projet, de ce genre de technique et de technologie, bien qu'elle soit en fait beaucoup plus avancée, il y a beaucoup moins d'impasse du côté-là, de ce côté de ces techniques-là. Elles ont beaucoup moins de visibilité. Il n'y a pas des unes de journaux sur les vélos mobiles, sur des systèmes comme ceux-là. C'est même risible à quel point il y a un décalage. À Rouen, il y a des ingénieurs critiques qui avaient mis en place une sorte de bus scolaire à pédales. Ah oui, c'est un j'avais système vu. très simple. C'est un système qui fonctionne. Il n'y a pas beaucoup d'ajustements qui sont nécessaires pour faire fonctionner un truc comme ça. Ça n'a que des avantages. Tout le monde est content, les enfants rigolent. C'est amusant, ça pollue pas ou très peu. Voilà, il y a des choix politiques qui sont faits. Et ce sont des choix en fait très 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 radicaux. Mais le message clé en fait que j'entends, c'est faut sortir de la voiture individuelle. En fait, c'est la voiture individuelle ne doit être laissée que dans des cas vraiment urgents, minimes en fait, et le reste, il faut complètement repenser la manière dont on se déplace, repenser la mobilité. Tu parles de vélo électrique, de marche, de transport collectif, etc. Et c'est en ça vraiment que la voiture électrique est une fausse bonne idée, dans le sens où elle nous fait miroiter que on va pouvoir garder ce niveau un peu de confort et cet individualisme primaire, j'allais dire, qui est celui d'utiliser juste un véhicule individuel, le plus souvent tout seul, pour faire moins d'1 kilomètre ou moins de 5 kilomètres pour se déplacer. Alors que non, il faut repenser des solutions de mobilité bien plus collectives. Et il semblerait, en tout cas l'expérience de ces derniers temps avec la grève dans les raffineries et chez Total, montre que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de recevoir un choc. Un choc pas si violent que ça finalement. Mais oui, tout à coup, il n'y a plus beaucoup d'essence dans les stations-service, on ne sait pas trop si on va en trouver. Et tout à coup, oui, on parle à ses voisins et on dit, moi je vais chercher ces trucs-là dans ce magasin, est-ce que toi tu as besoin de quelque chose? Ah, on pourrait y aller ensemble. En fait, on le voit bien, c'est dans ce genre de situation qu'on change. Sinon, on est emprisonné dans un système de confort avec ses logiques d'effet rebond. La voiture électrique silencieuse, c'est tellement confortable. Mais pourquoi j'irais pas faire mes 4 km en voiture électrique? J'ai tellement la flemme de prendre un vélo. Voilà. Ça marche pas. Le confort, la tentation va toujours fonctionner. Notre société fonctionne comme ça. On ne peut pas lutter contre ça. En tout cas, on ne peut pas lutter tous les jours contre ça. En revanche, cette pénurie, elle fait beaucoup de bien parce qu'elle permet de concrétiser des choses. Il faudrait qu'elle dure. C'est marrant, tu as traduit 1984 de George Orwell, la dernière version. Et ce que tu dis là sur la société du confort, ça me fait penser à finalement son ancien prof, Aldous Huxley, avec un meilleur des mondes. Et justement, cette vision de dire qu'on s'enferme soi-même dans une société du confort où directement
on accepte de renoncer à notre propre liberté juste pour bénéficier d'un petit peu plus de confort, d'un petit peu plus de réponse à des désirs de court terme. Pour en finir un petit peu sur cette question des véhicules électriques, est-ce que tu aurais des conseils ou des conseils, des suggestions pour les gens qui se disent « Ok, ouais, j'ai un peu envie de sortir, moi, de la voiture individuelle ». Est-ce qu'il y a des collectifs, certains que tu as déjà nommés, en Aveyron ou d'autres, mais vers lesquels se tourner? Est-ce qu'il y a des manières assez simples, finalement, d'en sortir quand on est un peu coincé, hein? Je ne parle pas des urbains parisiens ou autres qui prennent leur voiture pour faire 3 km alors qu'il y a un métro qui fonctionne très très bien, qu'on peut se déplacer à pied et autres, hein. Je parle vraiment des gens qui sont plus dans une situation où c'est difficile de faire sans la voiture. Un des enjeux dans les milieux ruraux, c'est la deuxième voiture dans un foyer. C'est vraiment un enjeu très important parce que, effectivement, on pourrait dire que c'est déjà bien d'avoir une voiture, mais en fait, la plupart des gens s'aperçoivent que même s'ils n'en veulent pas deux, ils ont besoin d'en avoir deux. Et oui, ça pose problème. Parce que sinon, il y a une des deux personnes, si c'est un couple qui ne se sent pas très indépendant, est un peu coincé. Donc, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que des gens qui n'ont pas un usage quotidien de leur voiture, mais par exemple parce qu'ils font du télétravail ou parce qu'ils sont sur une ferme, vont démarcher les voisins, les gens autour qui sont un foyer avec une seule voiture pour que ça puisse servir d'appoint. Avec, oui, on peut s'entendre sur une sorte de tarif au kilomètre s'il faut vraiment compter, et puis sinon on fait comme d'habitude, on rend service. Mais en tout cas, c'est très important de se parler. J'ai des cas concrets, là, oui, ça fonctionne, d'aller voir les personnes qui pourraient être tentées d'avoir une deuxième voiture, par exemple. Il y a un projet, en fait, un projet un peu clé en main sur l'électrification des véhicules qui a été vendu aux industriels. Et il faut voir ce projet dans sa globalité et voir qu'il ne comprend pas uniquement les véhicules électriques. Quand on regarde les livres blancs sur les mobilités qui ont été vendus, qui ont été proposés au gouvernement, par exemple en France, au moment de la loi LOM sur les mobilités, le PAC, c'est les véhicules électriques, les véhicules autonomes et les plateformes et les applis pour numériser la mobilité. Ce projet, il se tient d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue de lutte contre les inégalités. Non, il ne se tient pas du tout. Mais du point de vue industriel, ça a du sens. Parce qu'on peut dire, on va promouvoir les véhicules électriques, mais ne vous inquiétez pas, parce que grâce à nos applis, grâce à nos startups, Blablacar par exemple fait partie du livre blanc dont je parle, il va y avoir du car sharing et ça va être donc beaucoup plus vertueux. Ce qui est très très malin, parce qu'on vend en même temps finalement la numérisation de la conduite et de ce temps passé en voiture qui pour l'instant, du point de vue de la production de valeur marchande, n'est pas très très bien utilisé. On valorise beaucoup moins ce temps-là du point de vue de l'économie parce qu'il n'y a pas assez de données. Donc il faut créer des données. Et pour créer des données, il faut que les gens utilisent des systèmes de ce type en déplacement. Et donc le troisième élément de ce pack, finalement, c'est la voiture autonome. Ça va très bien parce que d'une certaine manière, il est beaucoup plus facile de créer des véhicules autonomes à partir des véhicules électriques. C'est plus simple. Et aussi parce qu'on va pouvoir défendre plus facilement des systèmes de covoiturage avec des véhicules autonomes. Donc finalement, tout ça se tient. Et donc on ne peut pas juste naïvement dire oui, alors grâce aux nouvelles plateformes, etc., on va avoir plus de covoiturage. Il faut regarder l'ensemble, et l'ensemble c'est, oui, mais alors dans ce cas-là, si on numérise tous les déplacements, quel est l'impact écologique, l'impact carbone de cette numérisation de tous les déplacements ? Et puis, c'est quelle puissance, en fait, un véhicule autonome patron d'Intel disait il y a quelques années que c'était l'équivalent de 8 ordinateurs à pleine puissance dans le véhicule.
Donc là, on a un autre univers d'impact, de problème. Et en fait, au lieu d'enlever des briques, tout à l'heure on parlait de l'addition thermique, électrique. Là, au lieu d'enlever des briques, à nouveau, on en rajoute. C'est-à-dire que finalement, aux problèmes qui sont déjà difficiles du véhicule électrique, on rajoute le problème de caractère extrêmement énergivore et très très émetteur du numérique en lui-même. Donc des data centers pour les mobilités. C'est Arthur Keller qui, dans une conférence, avait fait ce petit calcul où il disait si on devait rendre autonome le parc automobile mondial, il faudrait multiplier la taille de l'Internet actuel, par quelque chose de l'ordre de 1000, je crois. Et c'est juste impensable en termes d'impact, sachant que le numérique aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 5% de l'impact des gaz à effet de serre mondiaux. Donc, en parlant que de gaz à effet de serre, en dehors de toutes les autres limites planétaires, problématiques qu'on pourrait penser. Donc 1000 fois ça. Bon, voilà, on comprend rapidement que c'est difficile. Ce que je comprends un peu de tout ce qu'on se dit, c'est qu'encore une fois, là, sur le véhicule électrique, on reste dans une logique de croissance, en fait. Et que finalement, le véhicule électrique, aujourd'hui, est pensé par les industriels dans une logique de croissance pour ne pas la remettre en question et rester sur un verdissement, en fait, un soi-disant verdissement, en fait, de cette croissance, mais qu'on ne répond pas du tout aux problématiques réelles qui sont celles de la sobriété et d'une baisse, en fait, ne serait-ce même que des émissions. Hein. Je cite encore le Shift Project, mais qui dit que chaque année, il faudrait baisser de 5 à 10% en fait nos émissions de gaz à effet de serre. Et je ne parle que des émissions de gaz à effet de serre, hein, même pas, encore une fois, de toutes les 8 autres limites planétaires. Donc voilà pourquoi en fait c'est quelque chose d'insoutenable. Ah oui, bien sûr, mais tous les projets de la transition là sont tous absolument non viables. C'est saisissant. Alors si on prenne, en plus ils se complètent, hein, bien sûr, donc on prenne le véhicule électrique, l'hydrogène, la fusion nucléaire, le nucléaire, la fission nucléaire aussi d'ailleurs, tous ces projets ne sont pas viables. Ils rencontrent tous en fait des limites qui même avant d'être des limites politiques, sont des limites physiques et qu'on pourrait détailler. Merci beaucoup Célia pour toutes ces explications. C'était très clair et très intéressant d'avoir ta vue et de pouvoir échanger sur cette question des véhicules électriques qui, je crois, est très symptomatique de la fuite en avant technologique que l'on a dans la tête sans même s'en rendre compte et du fait que avec les véhicules électriques, on a l'impression finalement d'effacer certaines pollutions, mais qu'elles sont juste quelque part un peu cachées, mises sous le tapis, et que finalement les réponses viennent d'un changement radical de vue, d'une autre manière d'envisager en fait le fait de vivre, et pas seulement d'une substitution qui en fait n'adviendra jamais et qui n'est pas tenable. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.